déjà peut-être vu tout le monde. Alors, attends, est-ce que tu enregistres à chaque fois? Il m'envoie un petit message. J'ai compris. Hop, voilà. Donc, Claire Dorseuil, je suis sophrologue, je suis également éducatrice et j'accompagne, je base mon accompagnement et sur la sophrologie et sur la communication bienveillante. Que je n'appelle pas CNV parce que je n'ai pas tous les modules. Donc je ne peux pas me permettre d'appeler ça la CNV, mais de la communication bienveillante. Je suis à La Réunion, donc il est tard pour moi. Si j'oublie parfois mes mots, j'en suis par avance désolée. Voilà, et puis nous en sommes à notre 4e atelier, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère que celui-là vous amènera autant que les autres, que les précédents ont pu vous amener ou pas. On en échangera aussi. Good. Et puis, c'est un atelier qui est basé sur de l'échange, donc n'hésitez pas à... Voilà. Qui veut? Anne-Marie, du coup, Anne-Marie a permuté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, par rapport à la Je ne sais pas rotation. pourquoi il n'y a pas la vidéo. Il n'y a pas la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu n'as pas dû allumer ta caméra, Anne-Marie, peut-être. Bah, Parce que là, à j'ai même gauche. la vidéo. Oui, c'est ça. Non, mais on n'a même plus le petit bonhomme, en fait. Je pense qu'elle a allumé sa caméra, mais... Parce que normalement, il y a un petit bonhomme au milieu. Il y a peut-être quelque chose voilà. qui cache. Ah, voilà, ça y est. Ouais. La vidéo était barrée, j'ai cliqué, puis... C'est bon, on t'a retrouvé. On avait retrouvé, on ne le voit pas, mais ce n'est pas grave. Que dire? Moi, je suis de formation psychomotricienne et ensuite, j'ai fait conseil conjugal et j'ai travaillé à la fois l'un et l'autre. Mais à la retraite, j'ai surtout fait du conseil conjugal et puis de l'animation de ARS, c'est-à-dire éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les collèges. Et je tenais un point écoute très, très intéressant sur un collège une fois par semaine. Malheureusement, avec ma maladie qui m'a bouffé depuis un an, là, j'ai dû arrêter tout ça. Donc, j'espère que ça va s'arranger et que je pourrai reprendre un petit peu au mois de septembre. Donc là, la semaine dernière, vous m'avez vu avec une perruque. Là, ça repousse un peu. Et la perruque, c'est vraiment chaud. Donc, voilà, c'est pas très joli, mais bon, ça, c'est moi quand même. Nickel. Bon, c'était pas la semaine dernière, mais c'était il y a 2 séances. Ça oui, va? la dernière fois, je veux dire. Ouais, non, la dernière fois, je n'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire, j'étais très fatiguée et je n'ai pas fait la dernière fois. Nickel. Bon, c'est pas grave, hein. On avait bien compris, donc c'est selon tes disponibilités, tes possibilités. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Qui veut se présenter entre Armand et Patrick? Du coup, je prends la parole. Moi, c'est Patrick Comaille, je suis consultant informatique. Donc, je connais personnellement Aubin et j'étais là la dernière fois déjà. Bon, et le partage était vraiment enrichissant. Donc, du coup, j'ai vu le thème passer. Je me suis dit pourquoi pas assister. Voilà. Merci. Armand? Oui. Juste bonsoir. juste se présenter brièvement. OK, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Armand Doba. Je suis inspecteur des impôts à la Direction générale des impôts au Cameroun. Alors, c'est mon petit frère Patrick qui m'a envoyé le lien et ça m'a intéressé. Donc, c'est ma première fois de participer. Donc, c'est intéressant le sujet. Donc, voilà. Bon. Merci. Merci. Eh bien, enchanté, Armand. Lynn. Merci. Alors, je suis Lynn Humber. Je travaille dans la finance
en France. Et j'ai participé pour l'atelier dernier et j'ai participé pour les autres fois. Et j'aime les échanges, j'aime partager et j'aime conseiller aussi. Eh bien, à nouveau, bienvenue, Eline, pour la seconde fois. Merci. Rosalie? Donc, moi, c'est Rose. J'ai une double casquette. Donc, je travaille dans une maison d'édition en Belgique. Ce qui fait partie d'un groupe, c'est une maison d'édition d'une filiale française. Et donc, on publie des bouquins parenting et enfin, voilà, tout ce qui est du domaine de la connaissance. Et en parallèle, je suis indépendante complémentaire. Jusqu'en 2020, j'organisais des mariages. Et avec le confinement, je me suis recyclée dans le conseil en relations amoureuses et sexuelles. Good. Merci, Rose. Moi, c'est Aubin de Griage Mind. Donc, concrètement, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaie on organise des ateliers pluridisciplinaires comme cela pour résoudre des problématiques de société. Donc, ça peut toucher aussi bien au couple qu'au travail, qu'à la vie de famille, qu'à l'entrepreneuriat et tout. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de fédérer différentes compétences pour avoir différents points de vue. On a vu ça, c'est une formule qu'on a déjà expérimentée un peu et qui a fait ses preuves. Et puis, il y a deux valeurs qu'on a comme fil conducteur le plus souvent. Allô, vous me suivez? Oui. Ah, OK, parce que vos images Oui. se grisaient. Je disais donc qu'il y a deux valeurs qui nous tiennent à cœur. La première, c'est la vulnérabilité et la deuxième, c'est le dépassement de soi. La vulnérabilité parce que, voilà, on part du principe que quand on a vécu des choses, qu'elles soient difficiles ou pas, ça nous aide déjà d'en parler, mais ça aide aussi les autres de pouvoir se reconnaître quand on en parle. Et surtout, le dépassement de soi parce que l'objectif, ce n'est pas de rester dans la victimisation, c'est de trouver des solutions pour aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Là, spécifiquement, d'habitude, on a coutume de laisser un peu Claire parler en premier avant d'organiser par rapport à ses dires. Aujourd'hui, on va faire autrement. Vu que tout le monde a eu le sommaire, je pense qu'on a les questions. On va laisser chacun nous dire à peu près ce qu'il... En tout cas, répondre à la première question selon lui ou selon elle. Je partagerai un PowerPoint en parallèle quand Claire prendra la parole, mais déjà, voilà, pour lancer les hostilités, la question elle est ouverte, c'est qu'est-ce qui, selon vous, préside à la mise en couple? C'était ça la première question. Donc, si quelqu'un veut se lancer, en dehors de Claire et d'Anne-Marie aussi, du coup. Du coup, je prends la parole. Pour moi, qu'est-ce qui préside Allô? Oui, oui. Oui. Ouais, Oui. donc pour moi, en fait, on va dire les fondamentaux, en fait, c'est déjà avoir on va dire quoi, un certain nombre de valeurs communes. Donc, ça, c'est aussi ce qui est sorti de l'atelier précédent. Donc, avoir des valeurs communes, vraiment partager un certain nombre de valeurs communes. Des projets aussi, avoir des projets sur les projets, on va dire quoi, avoir une certaine vision commune en fait sur les projets qu'on veut entreprendre. Donc, il y a quelques questions fondamentales en fait pour moi qu'il faut tirer au clair avant de vraiment s'avancer dans la relation. Donc, voilà. Tu as des exemples concrets comme projet ou vision d'ensemble? Un projet concret, par exemple, qui peut, on va dire quoi, qui peut
mettre à mal une relation. C'est par exemple, moi, par exemple, je veux faire ma vie peut-être dans un pays anglo-saxon, par exemple, et que ma compagne, elle ne voit pas la chose pareille. Elle veut peut-être aller en Amérique. Donc ça, par exemple, ça peut être problématique dans une relation. Donc, c'est l'exemple qui me vient en tête rapidement là, comme ça. D'accord. Un projet à long terme. OK. Donc, j'ai retenu avoir des valeurs communes, avoir, en tout cas, rapidement, mettre au clair la vision commune pour le futur, j'imagine. Qui d'autre? Lynn, Amand? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est mieux. Leur micro est barré. Ah, Peut-être qu'ils ont juste pas envie de prendre la parole. C'est possible aussi, et c'est entendable aussi. Lynn, Amand, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui, selon toi, préside à la mise en place dans le couple. On avait donné des points de... Bon, en tout cas, quelques pistes qui étaient remontées comme ça, comme hypothèse. Est-ce que c'est le fait d'être bien ensemble? Est-ce que c'est les projets à vivre? Est-ce que c'est le désir de famille? Est-ce que c'est l'aspect financier? Voilà. C'était des pistes qu'on avait citées. Et du coup, là, on essaie de faire un petit tour de table pour recueillir les points de vue de chacun. Ou sinon, je peux démarrer, Aubin. Ouais, c'est peut-être mieux. Et puis comme ça, on échange dessus. Est-ce que Yes. tout le monde veut que je démarre? Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui préside la mise en couple? Alors, quand Aubin m'a envoyé le thème de cet atelier, j'ai eu envie déjà d'aller voir d'où venait le mot couple, avec ce mot. Donc, je suis allée un peu fouiller et il s'avérait après la Seconde Guerre mondiale, le mot couple est arrivé sur le devant de la scène, mais qu'avant ça, on appelait ça un ménage. Un ménage, et la femme était une ménagère. Donc, la ménagère veut dire que la femme venait servir le couple. Alors que maintenant, que le mot qui est donné à l'ensemble de deux personnes qui sont amoureux soit couple, je suis allée voir, et couple, en fait, c'est une entité qui rassemble deux personnes dans un choix qui est libre et qui est réciproque. Au-delà de deux personnes, ça devient un trouble. Il y a quatre personnes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un quadruple. Voilà, donc c'est vraiment une entité de deux personnes qui se composent et avec un choix libre et réciproque. À partir du moment où on parle de la définition de couple, de cette définition-là, je me suis demandé, du coup, est-ce que le terme de couple est allié que à notre société ou correspondrait à toutes les sociétés? Partant du principe que c'est un choix libre et réciproque. Je me suis dit, on va se baser sur la société actuelle dans laquelle on vit, nous. Quand je dis nous, c'est en général dans ce que nous donnent à voir les médias, le 7e art ou autre, et la vision qu'on peut avoir dans sa globalité.
La fondation du couple, comme le disait tout à l'heure Patrick, si je ne dis pas de bêtises, en premier lieu, elle se fait sur des valeurs. Des valeurs à différencier des croyances. La fondation du couple se fait sur des valeurs et des croyances, les deux. Les valeurs, c'est une expérience du passé qui ne dépend aucunement d'un contexte particulier. Ça se fonde sur ce qui est important pour nous et sur nos besoins. Ça peut être nos besoins primaires ou secondaires, mais ça part de, voilà, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas. Et les expériences passées, la vie que l'on mène dans sa famille, la vie que l'on mène avec ses amis, la vie qu'on peut mener aussi à son travail, fait qu'on se fonde des valeurs. Les croyances, elles existent dans la fondation du couple, mais les croyances, ce sont des hypothèses de ce sur quoi de ce qu'on croit être vrai. Et ça se base sur des contextes bien particuliers. Alors, j'ai essayé de faire la différence entre les deux et je me suis dit, je vais prendre un exemple sur la fidélité. Une croyance, ce serait de dire, avec une expérience particulière, la croyance, ce serait de dire, alors je vais dire mon père, mais je ne parle pas du principe que c'est toujours les hommes, hein, mais là, je vais dire mon père, parce que je suis une femme. Imaginons, mon père a trompé ma mère, donc tous les hommes sont infidèles. Donc ma croyance, ça va être, tous les hommes sont infidèles, je vais baser la recherche, la construction de mon couple sur cette croyance-là. La valeur de la fidélité, ce serait de se dire que la fidélité est quelque chose d'important pour moi, parce que j'ai croisé des personnes, parce que j'ai eu des exemples sur le bonheur que pouvait apporter la fidélité dans certains coups, voilà. Donc la fidélité va devenir quelque chose d'important pour moi, ça va devenir une de mes valeurs. C'est pour ça que je dis que les croyances et les valeurs font partie de ce qui préside la mise en couple. Ensuite, il y a la temporalité. Alors, la temporalité, c'est lié, par exemple, au projet de vie du couple. Ça peut être les enfants qu'on veut avoir, ça peut être un projet de vie, la construction d'une maison, ça peut être le pays où on veut habiter, puisque Patrick donnait cet exemple tout à l'heure. Ça peut être un projet d'entraide dans le couple. J'ai envie que ma femme s'élève socialement ou que j'ai envie que mon homme s'élève socialement, donc je vais l'accompagner là-dedans. On sait que ça prend du temps. Enfin, voilà, la temporalité est basée là-dessus. Et dans cette temporalité, il y a aussi des croyances et des valeurs. C'est pour ça que je dis ça fonde vraiment le couple. La croyance, ce serait de dire, par exemple, que de toute façon, un couple, c'est jamais fait pour durer. Parce que dans une expérience concrète du passé, j'ai beaucoup de couples dans mon entourage qui vont divorcer, par exemple. Donc ça va forger ma croyance. Et la valeur, ce serait de se dire, j'ai besoin d'un homme ou d'une femme qui soit loyal, qui soit fidèle, qui soit passionné, qui soit stable, qui ait besoin de construire une maison et de se poser avec des enfants, un chien, un chat. Voilà, tout ça, toutes ces valeurs, ces croyances vont aussi nourrir la temporalité que l'on imagine pour son couple. Et après, bien sûr, il y a les projets, tous les projets dont je viens de parler aussi avant. Et en dernier, ce qui fonde le couple, et ça, j'aime beaucoup ce mot-là, ce qui a beaucoup fait rire Robin quand on a préparé cet atelier, c'est la période d'essai. Alors, il faut savoir qu'elle est parfois consciente, cette période d'essai, mais elle peut aussi être inconsciente. Mais en tout cas, elle va venir rassurer l'entité du couple et les deux personnes qui font ce couple sur la viabilité du couple. Ça va venir valider ou invalider ce qu'on croit être notre couple.
Cette période d'essai, elle est importante puisque cette période d'essai est nourrie par de la communication. Moins il y aura de communication dans cette période d'essai, plus quand on va s'ancrer dans le couple, plus quand il y aura des discordes ou des désaccords ou même des prises de conscience sur telle ou telle qualité ou pas de la personne avec laquelle on vit, plus cette prise de conscience risque d'être, alors je vais utiliser le mot violente, mais c'est pas le bon terme que j'aimerais trouver, plus elle va nous sauter à la figure parce qu'on n'en aura pas parlé avant. Alors que ça se trouve, c'est une qualité ou un défaut qui aura toujours été présent, mais qui n'aura jamais été parlé, jamais mis en mots. Voilà pour moi ce qui fait que, tout ce qui préside le couple, tout ce qui préside la mise en couple et toutes les questions qu'il faut d'abord aussi se poser soi. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, quels sont mes besoins, comment je vois le temps de durée d'un couple, est-ce que c'est fait pour durer comme dans les films ad vitam et ils vécurent heureux toute leur vie, eurent beaucoup d'enfants, ou est-ce qu'on a cette peur qu'un jour ça se finisse, voilà, quelles sont mes envies de projet, et puis oui, il y a une période d'essai et elle peut être très belle cette période d'essai. Et elle dit beaucoup de nous. Voilà, sur le premier préambule dont je voulais parler. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des choses dont vous aimeriez parler sur cette petite partie ou pas? Je voulais un peu compléter, Claire, parce qu'il y avait une suite. Oui, il y avait une du suite. coup, Je me suis qui juste était- arrêtée là, mais je pouvais continuer encore. Mais c'était juste. Je suis Hmm, désolée, je vais me moucher, je suis enrhumée. C'est l'hiver chez nous. il y avait une suite qui était un peu plus, un peu plus terre à terre. Pour dire, ben bon, je te laisserai, je te laisse en parler. Peut-être avant les questions du coup. Oui, j'avais coupé mon micro par respect pour vos oreilles. Alors, oui, alors comment on considère que notre couple est un couple? Donc, c'est beaucoup plus terre à terre, mais c'est en gros ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il y a les croyances respectives. Alors, les croyances respectives, elles sont basées sur notre vision individuelle, sur nos visions individuelles qu'on peut avoir d'un couple. Et puis après, on les met en commun, ces croyances respectives. Ensuite, il y a notre représentation sociale de tout ce qui peut faire un couple. Alors, la représentation sociale, c'est un peu ce que j'expliquais avant, c'est tous les films qu'on peut avoir vus, par exemple, de notre enfance, adolescence, début de vie d'adulte. Ça peut être toutes les chansons qu'on a écoutées, ça peut être les exemples dans les familles qui nous entourent, ça peut être les exemples chez nos copains-copines, ça peut être des livres qu'on a lus. Enfin voilà, c'est vraiment toutes nos représentations sociales qu'on se fait sur le couple. Et selon la culture, ces représentations sociales varient. Alors, pourquoi je parle de culture? Parce que dans certaines cultures, la représentation sociale, ça va être de se dire que ce qui fait le couple, c'est le mariage, par exemple. Et puis, alors j'avais préparé 2 exemples, justement, où je me basais sur la temporalité de représentation sociale qu'on pouvait avoir. Auparavant, on considérait donc, dans notre société à nous, que il y avait couple lorsqu'il y avait mariage. Aujourd'hui, la représentation sociale qui tend à émerger, ce serait de dire que c'est la durée qui fait le couple. C'est la temporalité qui fait le couple, et plus simplement le mariage. Auparavant, un autre exemple, un simple baiser sur la bouche pouvait faire débuter l'engagement du couple. C'est-à-dire que dans certaines familles,
lorsqu'on embrassait une jeune femme, on demandait, le père demandait, surtout s'ils étaient pris sur le fait, le père demandait à ce que la jeune fille soit épousée par l'homme qui l'embrassait. Maintenant, dans la représentation sociale qu'on peut avoir de nos jours, une rencontre, un baiser, une relation sexuelle ou même dormir dans les bras de la personne avec qui l'on est ne fait pas le couple. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui peut s'autoriser les relations sans lendemain, par exemple. Et encore une fois, ça dépend des sociétés, parce que vous avez certaines sociétés où il est juste hors de question de dormir ensemble sans être mariés déjà et sans former un couple au regard de la société dans laquelle on vit. Donc là, c'était vraiment basé sur les représentations sociales. Ensuite, on considère que notre couple est un couple quand il y a une reconnaissance de son existence par notre entourage. Quand je parle de l'entourage, ça va être la famille, les amis. Encore une fois, c'est une pensée globale, ça n'est pas une pensée qui correspond à chaque identité de couple, puisqu'il y a certains couples qui vont passer au-delà de la vision que leur entourage auront de leur couple, parce qu'ils croient tellement en leur couple que c'est pas ce que les gens pensent de leur couple qui vont faire qu'ils vont se séparer ou pas. Mais en général, on va essayer de chercher une certaine reconnaissance et une certaine existence par l'entourage de notre couple. Et enfin, il y a la cohérence entre le couple qu'on décide de former et puis les valeurs présentes qu'on échange et nos besoins. Un certain alignement. Et ça, encore une fois, on en revient donc à la période d'essai. Parce que c'est souvent cette période d'essai qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit « il ne me correspond pas, je n'ai pas envie de continuer ». Et on se sépare. Et c'est la vie, c'est comme ça. Encore une fois, cet alignement avec nos valeurs est très présent dans notre société actuelle. Elle n'est pas universelle. Voilà. Je vais peut-être juste récapituler ce que moi j'ai compris avant que les autres posent des Vas-y. questions. L'intérêt en fait de cette première partie qui peut sembler un peu théorique, c'est de dire que finalement, vu que le thème c'est la durée de vie du couple, c'est de dire que finalement chacun d'entre nous n'a pas le même point de départ à partir de quand on commence à compter la durée de notre couple. Donc, l'objectif, c'est de dire en théorie, quels sont les indicateurs à partir desquels on va dire « Ah, on est officiellement en couple ». Et ce qu'on voit en fait, c'est que ces indicateurs-là vont varier de plusieurs facteurs, certains dépendant de notre vision interne, les croyances, les valeurs, et d'autres dépendant de l'autre, le fait que les autres nous reconnaissent le couple. Par exemple, si je suis avec une dame et que moi, je me dis qu'on est ensemble, mais si je me dis qu'il faudrait que ma famille soit au courant de notre relation, ben, on n'est pas encore en couple. Donc, l'intérêt, c'est de dire que, attention, il n'y a pas de formule pour tout le monde. C'est chacun doit faire une forme de checklist qui lui est propre pour se connaître déjà lui-même et de dire à partir de quand est-ce que j'estime qu'on est en couple. Parce qu'avant de parler de durée de notre couple, il faut qu'on sache quand est-ce qu'il existe. Si je ne le fais pas, ben, je rentre dans le flou et la notion même de durée ne peut même pas encore prendre tout son sens. Donc, ça peut paraître théorique, mais c'était juste pour spécifier avant qu'on ne rentre dans les éléments beaucoup plus concrets où chacun pourrait un peu se reconnaître. Je vais peut-être laisser les autres prendre la parole, que ce soit Rose ou bien Anne-Marie. Moi, j'aime bien la fameuse période d'essai, j'aime bien cette façon de le dire. Moi, en général, je parlais souvent de lune de miel. Et période d'essai, ça donne bien aussi, ça me plaît. Parce que je pense que quand on commence, on va dire, à fréquenter une personne, on est un petit peu sur un petit nuage. Et donc forcément, quand on est sur un nuage, on se montre sous son plus beau jour et on idéalise l'autre énormément, puisque l'autre aussi se montre sous son plus beau jour. Donc forcément, on donne le meilleur de soi et on reçoit le meilleur de l'autre aussi. Et puis en fait, pour moi, il y a ensuite la phase de désidéalisation, parce que justement, on se montre sous son
vrai jour, mais je mets vraiment le vrai entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire qu'avant, on n'était pas soi-même. C'est juste qu'on montrait le meilleur de soi. Et maintenant, on montre aussi ses imperfections, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment le moment où on est un petit peu forcé de s'ajuster l'un à l'autre. Et donc, c'est le moment de parler, en fait, pour moi, le plus, parce qu'avant, oui, forcément, on communique beaucoup, mais comment est-ce que je peux dire, on laisse aussi pas mal de choses, par exemple, des choses qu'on peut voir et on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ça, les petits signes, on peut les ignorer. J'entends un chien, je ne sais pas si c'est où. C'est chez moi. Je vais couper le son. Ah, d'accord. C'est parce que chez moi, il fête le 13 juillet et du coup, ma chienne commence. Attends, je vais couper mon son. Excuse-moi. Ah oui. Ah, ouais. Et donc voilà, enfin, moi c'est ce moment-là que je dis qui est le test de la réalité, parce qu'en fait, voilà, on se montre vraiment à 365 degrés. Hein. Là, il n'y a plus rien qui est caché, on voit tous les aspects de nos différentes personnalités. Et puis ensuite, ben voilà, il faut prendre une décision et c'est pour moi le moment où c'est nécessaire le plus de communiquer. Parce qu'au départ, forcément, on peut dire ce que l'autre a envie d'entendre et on peut être ce que l'autre a envie qu'on soit. Alors que quand on est dans cette phase justement où on est dans la réalité, on s'autorise plus à être soi-même et c'est le meilleur moment justement d'aborder les valeurs dont on a parlé ou en tout cas de les réaborder et surtout de les approfondir parce que bah, par exemple, la fidélité, oui, pour moi, c'est une valeur importante. Pour mon partenaire aussi, super, on a les mêmes valeurs. Ben non, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut les définir. C'est quoi la fidélité pour toi? C'est quoi la fidélité pour moi? Parce que souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de nuances. Hein, et donc, c'est vraiment, vraiment important d'aborder ces valeurs, de les définir et de vraiment voir si ça match, parce que les valeurs, c'est important, c'est super. Les différences sont enrichissantes, c'est un fait, c'est ce qui permet de se compléter. Mais au niveau des valeurs, c'est important que ce soit qu'elles soient similaires, parce que c'est les fondations d'une relation, et les fondations, si elles ne sont pas similaires, on risque d'avoir plus de conflits. Et voilà, et toutes ces conversations, justement, vont permettre de se mettre d'accord sur, voilà, est-ce qu'on est compatible et donc on continue, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, on essaye d'aller plus loin, ou est-ce qu'en fait, il y a vraiment trop de différences au niveau de ces fondations, et alors, il faut mieux s'arrêter là. Ouais. Merci. En gros, il faut faire attention à aller dans les détails, dans la communication de ce qu'on a de commun, de ne pas seulement rester sur les étiquettes et d'aller vraiment dans le détail pour se rassurer qu'on est en phase ou bien on n'est pas en phase, en tout cas. Et puis, si, selon le résultat, voilà, on décidera en fonction. OK, merci. Anne-Marie, tu voulais compléter? C'est pas... Tu es encore là? Juste un instant pour voir tout le monde. OK, elle est plus là. Lynn, Armand, vous avez des questions? Pas de questions pour l'instant. Peut-être que je vais compléter Rosalie. C'est vrai que j'ai aussi, je pense, de la même manière qu'elle. Je me dis que la durée de vie d'un couple est divisée en deux ou trois, comme elle l'a fait, bien qu'elle a décrit. La première phase, c'est-à-dire la phase où on vient de se connaître et c'est comme
Ah, je Oh pense non, que j'ai plus de son, moi. j'ai des problèmes de connexion. Ça doit être pour ça. Mm. On Moi a aussi, appelé j'ai la plus de lune de son, miel j'ai et plus de tout. son. Donc, du Ouais. coup, et après, passer cette phase, enfin, on doit se décider. Dans cette phase, on doit se décider si vraiment on doit. Allô? Vous m'entendez? Lui, on t'entend. Vous m'entendez? OK. Là, on te Donc, réentend, oui. justement, dans cette phase, c'est. OK. Donc, dans cette phase, c'est cette phase qui détermine la suite. C'est-à-dire que la troisième phase, si est-ce qu'on doit continuer, bien, on doit s'arrêter. Donc, je pense que je suis d'avis que Rosalie, la vie d'un couple est divisée en trois. Donc, voilà, merci. Et Lynn, tu avais une question ou bien une remarque? Sinon, on va continuer. Soit Lynn, soit Patrick, je ne sais pas s'ils ont des questions. Alors, la première question à Claire. Euh, alors, la partie de période d'essai, en fait, je n'ai pas bien compris. Quand tu as parlé de période d'essai, j'avais pas mal de bruit. Je voulais savoir, la période d'essai, c'était déjà en couple ou bien avant qu'on se mette? Alors, comme expliquait Rosalie, c'est que la période d'essai, elle va venir à un moment donné où on n'est plus dans le tout beau, tout neuf. Le tout beau, tout neuf, on n'est pas dans cette période d'essai parce que le tout beau, tout neuf, on est encore dans ce truc de papillon dans le ventre dès qu'on voit la personne. On est encore dans ce truc de je veux la voir tout le temps, tout de suite maintenant. Et puis, comme elle disait, on se montre sous son meilleur jour. Et puis, c'est pas qu'on ment avant la période d'essai, au début de la rencontre. C'est pas une question de mentir. C'est juste qu'on a tellement envie que la personne, presque de manquer à la personne. On a ce besoin de se dire, j'ai envie de lui manquer parce que plus je vais lui manquer, plus il va avoir envie d'être avec moi et de me voir. Donc, on va se montrer tout le temps sous son meilleur jour. Et on va faire attention à se maquiller avant de le voir quand on est une femme. On va faire attention parfois à bien s'habiller, à se parfumer. On va faire attention à ne pas utiliser des mots qui peuvent blesser. On va faire attention à fermer la porte des toilettes quand on est aux toilettes et à faire couler l'eau quand on fait la commission. C'est pas qu'on ment, c'est qu'on veut se montrer sous le meilleur jour. Et après, la période d'essai va venir, c'est-à-dire que c'est une période où ce système de vouloir se montrer sous son meilleur jour, finalement, c'est pas à l'autre moment, mais c'est à soi-même. C'est-à-dire que ne pas être pleinement soi-même tout le temps, c'est compliqué. Ça demande énormément d'efforts. Donc, à un moment donné, eh bien, comme dit l'expression, chasser le naturel, il revient au galop, on va se remettre à être nous-mêmes, tout simplement. Et c'est là que la période d'essai commence. Parce que ça va être pouvoir montrer à l'autre, voilà, j'enlève une partie de la façade que je m'étais mise et je suis moi. Je suis moi. J'ai ces valeurs-là, on va commencer à en parler, comme disait Rosalie, on va commencer à parler de ce qui compte vraiment pour nous, on va commencer à parler de ce qu'on n'aime pas dans la vie, on va commencer à être choqué peut-être par des attitudes, en se disant mais ouais, quand tu fais ça, c'est bizarre. Enfin, bon, alors peut-être que ok, ça me convient, ok, je l'accepte, tu es comme ça fait partie de toi et je t'aime quand même, ou là on va dire non, franchement, cette partie de toi ne me convient pas du tout. Donc, est-ce que je continue ou pas? Je donne un exemple sur le physique, par exemple. Moi, mon mari, quand il m'a connue, j'allais même jusqu'à dormir avec mes lentilles parce que je ne voulais surtout pas lui montrer que je portais des lunettes. Je me mentais à moi-même, parce que les lunettes, c'est pas à lui que je mentais, parce qu'en effet, dans la vie de tous les jours, j'ai des lentilles, vous voyez. Mais à moi, je me mentais en me disant, attends, là, et un jour, je sors de la salle de bain avec mes lunettes, avec des verres épais comme ça. C'est aussi pour ça que je voulais pas lui montrer. Et il m'a regardé, il a fait « Ah ouais, j'ai pas signé pour ça, moi », en rigolant, parce qu'on fonctionne beaucoup sur l'humour. Mais voilà, il a dû à un moment donné, et on en a discuté après, il s'est posé la question en me disant est-ce que tu m'as menti? Non, finalement, tu m'as pas menti, tu voulais vraiment être la plus belle pour moi. Oh, bah c'est mignon, en fait, tu voulais être toute bien pouponnée pour moi. Ah, bah c'est ça que je préfère chez toi, c'est que tu fais, j'aime quand tu fais des efforts pour moi, en fait. Je me sens considérée. Et finalement, moi qui avais peur de mettre des lunettes parce que j'avais peur d'être physiquement pas adaptée à ce qu'il aurait attendu, eh bien, je me suis rendu compte que c'est sa valeur d'acceptation et de considération dans ce que doit être une femme dans son couple qu'il a priorisé. Ça fait partie de la période d'essai, par exemple. C'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais on en a pléthore des exemples sur la période d'essai. Mais c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui va forger
c'est ce qui va venir valider vos besoins ou les invalider. C'est ce qui va venir valider les valeurs communes du couple ou invalider vos valeurs personnelles chez l'autre. D'accord. Alors, ça veut dire qu'en fait, il faut, si je comprends bien ce que tu dis, il faut en fait que cette période d'essai, les deux, ils comprennent bien que c'est une période d'essai. Parce que si, par exemple, je prends la fille, elle comprend que c'est sa période d'essai pour valider si la personne sera avec elle ou pas, et que le garçon, par exemple, lui, ne tient pas en compte que c'est sa période d'essai, et il reste toujours dans le semblant, en fait. Ce qui fait que s'il perdure comme ça et qu'il continue à rester dans le semblant, la fille, elle est dans sa période d'essai, mais ce qu'elle voit, c'est cette personne que le garçon, lui, il montre. Mais par contre, quand ils vont aller en mariage, la période d'essai ne sera pas validée avec... ça sera validé avec deux mensonges parce que si les deux, ils ne jouent pas le jeu en montrant réellement ce qu'ils sont et qu'ils cachent le jeu et que c'est qu'une seule personne, après, quand ils vont se mettre en couple, il y aura un problème dès le départ. Parce que la période d'essai, ils se le mettent ensemble, en fait, en disant que bon, il faut qu'on révèle exactement qui nous sommes. S'ils le disent... Alors, ça, il faut mettre les pieds dans le plat, Lynn. Oui. Il faut mettre les pieds dans le plat. C'est vraiment, par exemple, avant un engagement comme le mariage, par exemple. Il y a des questions, clairement, qu'il faut ne pas hésiter à poser lorsqu'on se les pose. D'où l'importance de la communication. Ça ne veut pas dire aller incriminer l'autre sur quelque chose. Ça veut juste dire pouvoir dire à l'autre ce qui est important pour soi. Ensuite, le faux semblant qui peut précéder le mariage et la personne qui arrive à tenir le coup d'être dans un meilleur jour jusqu'au mariage. Après, ça dépend aussi de la temporalité qu'il peut y avoir entre la mise en couple et le mariage. C'est pour ça encore que je parlais de société tout à l'heure. C'est qu'il y a des sociétés où on va, quand on se met en couple, ça dure très peu de temps entre le moment où on décide d'être ensemble et le moment où on se marie. Parce que dans la représentation sociale ou dans la reconnaissance par la société dans laquelle on vit du couple, il faut se marier rapidement pour former le couple. Donc c'est vrai que la période d'essai, du coup, elle est très courte, voire peut-être par moment, parfois inexistante. J'ai un exemple, par exemple, d'une amie qui est... il faut que je retourne le terme parce que elle fait partie des gens du voyage. Elle travaille dans une fête foraine. J'ai oublié le terme. Enfin bref, dans sa communauté, déjà on se marie très jeune, donc on n'a parfois peut-être pas le temps de se connaître soi-même avant de se marier. Mais en plus de ça, c'est que quand on se choisit l'un l'autre, on se marie rapidement. Donc elle s'est mariée très très tôt. Elle avait à peine 19 ans quand elle s'est mariée. Et son mariage a capoté parce qu'il y a plein de choses qui sont apparues après le mariage, et même parfois longtemps après le mariage, puisque le mariage faisait partie de la période d'essai presque, dans la connaissance des deux. Donc ça, le couple s'est séparé, mais 3-4 ans après, avant le début. Ça a été assez rapide finalement, parce que cette période d'essai, le mariage a fait partie de cette période d'essai, et que les valeurs des deux n'étaient pas finalement compatibles. Le mariage ne vient pas, en fait, selon la société, le mariage ne vient pas concrétiser un couple, forcément. Vous avez des sociétés où le mariage va être fait bien avant la période d'essai, voire pendant. Donc là, c'est la question qu'on doit se poser, c'est une fois que le mariage a eu lieu, si on n'a pas eu le temps de cette période d'essai, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on a réellement besoin en tant qu'individu? Si le terme de couple dont je parlais au début, qui veut dire que c'est un choix libre et réciproque de deux personnes d'être ensemble, si un des deux protagonistes de cette entité-là n'est plus OK et n'est plus dans le consentement et la réciprocité d'être en couple, là, on est dans une question de choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ce couple,
qui ne me correspond plus, où je pars de l'entité du couple pour vivre mes besoins, vivre mes valeurs, vivre mes croyances en dehors du couple. C'est une question qu'il faut se poser. Je ne sais pas si ça répond à la question de Lynn. Une partie, oui. Parce qu'il y a, en fait, il y a tellement de c'est comme tu as dit au départ, ça dépend de, il y a déjà la culture, il y a les valeurs et tout ça qui entre en compte, en fait. Parce que c'est vraiment difficile, en fait. Moi, la période d'essai, là, c'est vraiment compliqué pour le mettre en place et qu'il soit vrai de chevreuil. Parce qu'une fille, juste pour prendre un exemple, j'ai eu un autre cas aussi, une fille qui, pendant sa période d'essai, elle avait toujours ses papillons dans le ventre au point où elle ne s'est pas rendue compte qu'elle épousait quelqu'un qui mentait comme il respirait en fait. Donc, ce qui fait que quand ils entrent pendant la période d'essai, que je peux prendre comme exemple, cette période, il était quelqu'un de très, très bien. Et dès qu'ils se sont mariés, direct, la personne a changé. Et c'est où elle commence à... toutes les questions ont été posées avant. Toutes les questions ont été posées avant, toutes les vérifications et tout. Ils étaient immigrants, en fait, dans les mêmes valeurs et tout. Mais par contre, dès qu'ils se sont mariés, c'est où la personne a révélé qui la personne était, en fait. C'est pourquoi je disais, la période d'essai, il est vraiment très, très compliqué, en fait. Si vraiment la personne n'est pas de tout cœur avec les valeurs ou bien t'aimes vraiment, cette période-là est vraiment très compliquée. Et ce qui fait qu'après, ça n'a même pas mis longtemps et après le mariage, quelques temps après, ils ont divorcé parce que la personne mentait tellement. Non, désolée. Et je peux te comprendre, je comprends ton questionnement en ligne. Moi, dans mon expérience personnelle, alors j'ai expliqué, je ne sais pas si vous étiez là dans les précédents, moi j'ai vécu pendant 7 ans par exemple avec ce qu'on appelle un manipulateur pervers, c'est-à-dire que même moi pendant ce temps-là, ce laps de temps-là, 7 ans c'est énorme, mais même moi je n'ai pas eu de période d'essai. C'est-à-dire que quand tu es sous l'emprise de quelqu'un, tu ne vis qu'en fonction des valeurs de la personne avec qui tu es, pas en fonction de tes propres valeurs à toi, pas en fonction de tes besoins à toi. Jusqu'au jour où, voilà, il m'est arrivé des choses dans la vie qui fait que j'ai eu des prises de conscience et que je suis partie. Mais c'est un choix que j'ai fait. Un choix, partir d'un couple, se séparer, c'est pas forcément un échec si on le vit comme quelque chose qui nous grandit. Me séparer de ce couple qui a duré 7 ans, et pourtant je suis partie, moi je crois que je suis partie 3 ou 4 mois avant le mariage. Partir de ce couple à ce moment donné, je ne l'ai pas vécu comme un échec. Et j'ai même presque remercié l'espace-temps, l'espace-vie, voilà, d'avoir vécu ça, parce que vivre ça, ça a été pour moi un grand apprentissage sur qui j'étais, quelles sont réellement mes valeurs, quels sont réellement mes besoins. J'ai pu me poser pour me poser toutes ces questions. Se séparer, si ça ne me convient pas, ce n'est pas forcément un échec. C'est vivre autrement, faire autre chose, avancer autrement. Peut-être un jour avancer avec quelqu'un d'autre. Peut-être avoir des croyances qui se forgent. Je parlais des croyances au début. Les croyances se sont basées sur... j'expliquais, c'est basé sur des expériences vécues. Mon père a été infidèle avec ma mère. Tous les hommes sont infidèles. Je me suis mariée avec un homme qui m'a menti avant le mariage et qui a changé après le mariage. Tous les hommes sont comme ça. Par exemple, votre amie, peut-être, elle va se demander si, après, en rencontrant quelqu'un d'autre, l'autre homme ne va pas lui mentir. Elle va peut-être être sur la défensive au début. Peut-être qu'elle ne va pas croire tout ce qu'elle va entendre. Peut-être qu'elle va être plus jalouse. Peut-être qu'elle va être moins... Je cherche le terme encore une fois. Peut-être qu'elle va moins se laisser aller à croire toutes les belles paroles. Voilà, sur la défensive. C'est ça le mot que je cherche. Peut-être qu'elle va... Il n'y aura pas de confiance. Mais là, ça se reconstruit, c'est comme tout. Oui.
Oui, c'est ça. Dès le départ, après, tout ce qu'on dit, ce n'est plus, on ne comprend plus en fait, parce que C'est ça. c'est Mais dans sa après, vie. ça, c'est un travail à faire sur soi aussi. C'est un C'est travail ça. à faire sur soi. Ça n'empêche pas les belles histoires après. Mm. Moi, ma séparation, mon ex-conjoint était un pervers narcissique. La première chose que je me suis posée quand j'ai rencontré une autre personne, c'est de me dire, oula, est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler? C'est Mm. humain. C'est la première réaction. Mais on se dit qu'une de mes valeurs, c'est de me dire que c'est possible. Ça peut exister, le beau peut exister. Donc, je retente. Ce serait dommage de ne pas retenter. Donc, j'ai retenté. Point. C'est une Juste question de choix. pour recentrer un peu plus, l'objectif, c'est pas de donner de 100%. Ça n'existe pas. Sinon, le couple serait pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Ça a coupé un peu, Aubin, j'ai pas tout, j'ai pas Là, tout vous entendu. m'entendez ou pas? Allô? Ouais, ça a coupé un peu, j'ai pas entendu Je disais ton que réponse. l'objectif, c'était pas d'avoir du 100% de réussite parce que dans la notion même du couple, il y a déjà une notion d'incertitude. Et que, puisque Lynn parlait du fait que finalement, tu peux tout bien faire avant, pendant la période d'essai et l'autre ne joue pas le jeu, ou bien même ce qu'il te montre, c'est complètement faux. Et du coup, ça voudrait dire que c'est pas... Il y a une grosse partie de l'intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit par rapport à l'autre, pas ce que l'autre te dit. Et cette partie de l'intuition, ben, c'est un peu propre à chacun. Voilà, je pense qu'il y a cette grosse partie de qu'est-ce que l'autre te dit. Il y a aussi l'autre partie de, certainement, de qu'est-ce que je suis prêt à perdre. C'est-à-dire que même si l'autre moment, est-ce que par rapport à mes valeurs, ça en vaut la peine ou est-ce que c'est quelque chose que je peux tolérer à l'avenir? Et enfin aussi, par rapport à ce qu'elle disait de même la définition même de la période d'essai, est-ce que vraiment, quand je commence à être avec quelqu'un, je peux avoir le courage de lui dire, bon, tu sais quoi, on s'entend bien, mais on a un période d'essai. C'est pas comme ça que ça se passe en pratique. Parce que déjà, tu te sens bien avec l'autre, tu n'as pas envie de remettre ça en question. Et même si tu vas lui dire par des moyens indirects. Tu ne vas pas être en disant, bon, on est en période d'essai, ça fait un peu comme si un entretien d'embauche. Donc voilà, donc c'est des choses à aborder avec tact. Et quand il y a du tact, il y a quelque part une forme de flou. Donc, pour moi, cette période, elle est comme toute le couple. Il y a une partie d'incertitude et il n'y a que l'intuition et la confiance en soi de chacun, finalement, qui va faire qu'on ait le courage de se dire, bah, ce point-là, je le tolère, ce point-là, je ne le tolère pas. Et du coup, je discute avec la personne. Mais même en faisant ça, ça ne garantira jamais le 100%. Vu que la personne peut changer demain, la personne peut m'être vraie aujourd'hui, mais demain, elle change. Sans forcément nous avoir manipulé. Juste qu'elle a évolué. Oui, l'évolution des valeurs. Voilà. Il faut prendre en compte aussi l'évolution des valeurs. Des fois, on n'évolue pas dans le même chemin. C'est comme ça. Et après, c'est pour ça que je parlais de question de choix. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? On se ressent sur ses besoins, sur ses valeurs et on fait des choix en fonction de ça. Mais c'est dans un couple, c'est pareil pour le milieu professionnel, ça va être pareil dans l'éducation des enfants, ça va être... Tout est une question de recentrage des fois. Et je parlais des fois sur un autre atelier d'égoïsme. L'égoïsme, c'est pas quelque chose de négatif. L'égoïsme, ça permet de se recentrer sur soi, sur ses besoins, sur ses valeurs et d'avancer en fonction de ce qui est juste pour nous. OK. Voilà. On va peut-être passer au point suivant parce que Oui, on avait... le temps passe comme d'habitude. Voilà. Mais heureusement que tu es là, Aubin, pour me recentrer, parce que sinon, je parle beaucoup. Oui, je peux juste rajouter une petite chose, parce que donc, par rapport au couple, on a beaucoup parlé de mariage, et je tiens quand même à spécifier que le couple n'est pas systématiquement égal au mariage. Il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie ensemble. Je connais des couples qui sont ensemble depuis 30 ans et qui ne sont pas mariés, qui sont en ménage et tout ça. Je connais des gens qui ont des enfants ensemble et qui ne sont pas non plus mariés. Donc, le couple n'est pas systématiquement égal au mariage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la temporalité de la société dans laquelle on vit maintenant a changé. C'est-à-dire qu'avant, le couple était considéré au moment du mariage, alors que maintenant, le couple, ce qui fait le couple maintenant, c'est la durée. Ouais. C'est la temporalité.
Ça n'est plus Ouais. le mariage. Oui, Tout à fait. Oui, et c'est bien aussi de garder à l'esprit, je rebondis sur ce que tu as dit, Aubin, par rapport à l'évolution, parce que c'est facile, entre guillemets, de dire qu'une personne ment. C'est important de se rappeler aussi qu'on évolue et qu'aujourd'hui, on peut être différent de ce qu'on était hier. En fonction des expériences qu'on a vécues, et c'est pas parce que je suis une personne différente aujourd'hui que ça veut dire que hier je mentais. D'où justement l'importance d'approfondir en fait la communication, d'approfondir la complicité dans un couple pour faire justement la différence entre un mensonge et une évolution. Et une évolution. Oui, et c'est important aussi de garder en mémoire que dans un couple, il y a des moments critiques. Ça fait partie du couple. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Et justement, le mariage, pour en avoir organisé, c'est une période critique, c'est un fait. C'est une période où il y a beaucoup de tensions. On ne se rend pas compte ce qu'il y a en coulisses, mais enfin, voilà, c'est terrible. Il y a d'autres périodes aussi, comme un deuil. C'est une expérience qui change une personne, et donc forcément, voilà, c'est un moment critique aussi pour un couple. La maternité, la paternité également. Oui, exactement. Et donc, du coup, c'est peut-être important de ne pas prendre de décision et de ne pas porter de jugement sur l'autre pendant ces périodes-là. C'est important de garder à l'esprit que c'est des périodes qui fragilisent un couple, et de ne pas poser une étiquette du coup sur la personne. Il a menti, enfin voilà, et tout ça. Donc, voilà, j'aime bien... je trouve que c'est important de vraiment y aller avec des pincettes avant de porter un jugement sur une personne, parce que derrière un comportement, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, beaucoup de choses qui sont cachées, des émotions, des expériences de vie et des besoins aussi. Donc voilà, j'insiste un petit peu là-dessus. Il ne faut pas systématiquement condamner une personne, parce que peut-être qu'à sa place, avec son expérience de vie, on aurait peut-être le même type de comportement. Ok, merci beaucoup, Rose. Ce que j'ai retenu, c'est que voilà, le couple évolue et qu'il n'y a pas que les couples mariés, il y a des couples qui ne sont pas mariés et qui vivent très bien. Il ne faut pas forcément faire l'amalgame. Good. Je voulais qu'on On en vient aux 10 fondamentaux, ouais. Voilà. Aux 10 fondamentaux à ne pas négliger. Ce qui est intéressant, alors ce qui est bien, c'est que du coup, tu as pu mettre le PowerPoint. C'est beau ce que tu nous as fait, Aubin. Il y a 10 choses importantes. Alors, j'en ai listé 10, mais ça se trouve, vous allez pouvoir en rajouter quelques-uns qui me semblaient être fondamentaux dans le couple. Alors, le premier, c'était la passion puis l'amour, qui est en haut là. C'est d'être conscient que dans le couple, la passion qui est ressentie au début, elle s'estompe pour laisser place à la construction du sentiment amoureux, et bien prendre en considération que ce sentiment amoureux fluctue dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'aime pas son conjoint aujourd'hui comme on l'aimera demain. On l'aimera peut-être plus, peut-être moins, peut-être qu'une semaine après, on l'aimera encore plus. Bien souvent, quand il y a par exemple des désaccords ou des disputes dans un couple, on se dit la première chose, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. J'exagère un peu, mais exprès pour faire comprendre la situation. J'ai envie de me barrer, j'ai l'impression d'avoir moins de sentiments. Et puis, on peut parler, on peut communiquer de façon bienveillante, j'espère, et se dire ah ben non, finalement, je l'aime toujours autant. Et c'était vraiment la situation qui faisait que le sentiment amoureux avait fluctué. Donc voilà, la première, c'est de bien prendre en considération que la passion s'estompe pour laisser place au sentiment amoureux, à la construction du sentiment amoureux, et que celui-ci fluctue dans le temps. Et le deuxième point important, c'était l'évolution. Quand je parlais de l'évolution, c'était que, et ça revient un peu à ce que disait aussi Rosée tout à l'heure, c'est que l'autre, dans un couple, dans l'entité du couple, l'autre devient un miroir à soi-même. Et que du coup, on a tendance à pouvoir transcender ses propres blessures dans le couple. Ça ne veut pas dire que l'autre va nous guérir, parce qu'il n'est pas fait pour ça, mais qu'en tout cas, il sera en capacité de nous accompagner dans les blessures qu'ils ressentiront dans le couple.
Donc ça, c'est ce qui peut sembler important dans le couple. Le troisième, c'est de sentir que l'on compte. C'est de pouvoir être estimé dans son couple autant qu'on estime l'autre, d'être sur ce pied d'égalité. Le quatrième, c'est la force. Et quand je disais la force, c'est la force qu'on donne, qu'on contribue dans le couple. Je vais donner un exemple. Un des deux conjoints va perdre son travail. La force du couple doit pouvoir, à un moment donné, malgré les difficultés, dépasser la situation. C'est ça, la force du couple. Et comme disait René tout à l'heure, c'est pareil. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui perd son travail, mais ça peut être la naissance d'un enfant parce que c'est une étape. Ça peut être le mariage parce que c'en est une. Ça peut être un deuil parce que c'en est une. Ça peut être changer de travail aussi parce que on ne connaît pas les personnes avec qui notre conjoint va travailler. Il suffit qu'on soit un peu jaloux et tout est recommencé. Voilà, il y a plein d'étapes comme ça où la force du couple va faire qu'on va évoluer dans le temps. Il y a le projet commun. Donc, le projet commun, c'est un fondamental aussi. Ça peut être des projets à court terme, ça peut être des projets à moyen terme ou à long terme. Il y a la stabilité. Donc, la stabilité, c'est que la peur de perdre l'autre, donc une peur qui est rationnelle, je ne parle pas de la peur irrationnelle qui crée généralement la jalousie à outrance ou autre, mais la peur de perdre l'autre, ça nous assure en fait inconsciemment l'effort permanent de la remise en question. Et la remise en question, elle est nécessaire dans l'évolution et elle est nécessaire dans la stabilité du couple, des deux parties. Il y a la sexualité. La sexualité du couple, quand elle est discutée, quand elle est construite, c'est une sexualité qui est accessible et donc du coup qui peut être rassurante. Ce n'est pas un point négligeable dans le couple. Il y a le partage du quotidien. J'aime bien ça parce que quand j'ai écrit ce mot-là, je me suis dit tiens, on va me dire que notre compagnon ou notre compagne est un chien ou un animal domestique. Mais en gros, c'est avoir un compagnon de vie. Le partage du quotidien, c'est s'assurer qu'on aura toujours quelqu'un dans notre vie qui sera à notre écoute. Alors, Aubin me posait la question la dernière fois de l'amitié et je lui ai dit oui, mais généralement, un couple, c'est un juste équilibre entre l'amitié, la sexualité et la gestion des conflits. Donc, le partage du quotidien, ce n'est pas que avoir un ami. Dans le couple, c'est pouvoir avoir un compagnon de vie pour la sexualité, pour l'amitié et même pour les conflits, parce que les conflits permettent la discussion et du coup l'évolution. Et puis, il y a les bénéfices secondaires. Alors, les bénéfices secondaires, c'est tous les à côté qu'il peut y avoir dans le couple, c'est-à-dire, ça peut être l'argent, ça peut être la hiérarchie sociale qu'on nous propose, que notre couple nous propose, ça peut être la famille, parmi les projets communs qui nous sont proposés. Ça peut être la maison, ça peut être les liens sociaux, les liens amicaux, ça peut être les enfants, ça peut être la voiture, ça peut être voilà, plein de ce que j'appelle moi des bénéfices secondaires. Et puis en dernier, j'ai mis la convention sociale qui peut sembler plus ou moins importante, encore une fois, selon la société dans laquelle on vit. Tous ces points importants dans le couple, ils sont à prendre en partant du principe permanent que dans la vie d'un couple, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut accepter ce que j'appelle le 50-50. Il faut accepter les mauvais moments comme les bons moments. Un couple, ça n'est pas que des bons moments, ce n'est pas que des mauvais moments, c'est du 50-50. À partir du moment où on part du principe que dans la vie, c'est du 50-50, si on a ces 10 fondamentaux dans le couple, et si on accepte que le couple, c'est de l'évolution aussi, un couple peut durer dans le temps et avoir une temporalité telle qu'on l'entend dans nos valeurs et nos croyances. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser les autres rebondir là-dessus. J'ai essayé de faire vite par rapport au temps qui nous restait. Donc, j'espère vraiment que je n'ai pas été trop vite pour le coup.
Euh, Je vais laisser les autres peut-être émettre la question. Là, je pense que c'est plus une question de partage. Quels sont les fondamentaux qui comptent le plus pour les uns et les autres? Pourquoi? Euh, Par exemple, moi, quand je vois bénéfice secondaire, moi, je disais que pour certains, ça peut être plus bénéfice primaire, puisque quand on est en couple dans certaines cultures, notamment africaines, la partie responsabilité financière compte beaucoup. Donc, pour certaines personnes, ça peut être même en tête de liste. Euh, et peut-être le partage du quotidien un peu moins. Donc, voilà, je voulais un peu que chacun se prononce sur ce qui, selon lui, compte le plus. Oui, je les ai classés de 1 à 10 quand je les ai écrits, mais ce n'est pas de 1 à 10 selon l'importance, c'est vraiment parce que c'était des petits points, quoi. Ça va être plus important. Il y a des personnes pour qui la sexualité va être beaucoup plus importante dans leur couple et qui partent du principe que s'ils n'ont pas de relation au moins 3 fois par semaine, c'est pas normal, par exemple. J'en ai déjà entendu ça. Oui, tout à fait. Je fais un petit peu des blocs. Et je dirais qu'il y a, de manière générale, il y a trois types de blocs possibles. Enfin, il y a un bloc, je peux faire un bloc de 3 choses possibles ici avec tout ce que je vois. La sexualité, c'est un bloc à part parce que là, c'est vraiment, c'est l'intimité, c'est physique. Bon, je ne me rappelle plus absolument de tout, hein, donc aidez-moi si jamais j'en oublie, mais tout ce qui est passion et autres sentiments, je crois que... Ah oui, sentir que l'on compte, là on est aussi dans l'émotionnel, dans le sentiment, je mettrai ça dans un autre bloc aussi. Et puis le reste, je mettrai ensemble et je dirais tout le reste, c'est un petit peu tout ce qui est amitié, complicité, communication, en fait, au sens large du terme. Et donc, je dirais que tout ça, ça peut se travailler. C'est quelque chose qu'on peut travailler seul et travailler ensemble aussi, dans le couple ou avec des amis ou quoi, mais en tout cas, on peut progresser là-dessus. C'est une décision, voilà, c'est ça que je vais dire. C'est une décision de se dire, voilà, je peux travailler là-dessus et on y arrive. La sexualité, on peut aussi travailler là-dessus, justement, avec l'aide d'un sexologue, si jamais il y a, on va dire, une incompatibilité dans le couple, parce que c'est vrai que c'est important de se dire, il y a pour moi et il y a pour l'autre aussi, il faut être OK avec, justement, ce qu'on veut tous les deux par rapport à ça. Et puis, pour tout ce qui est sentiments et émotions, là, il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas être aidé. On est attiré par une personne ou on ne l'est pas. On est amoureuse d'une personne ou on ne l'est pas. On ne peut pas travailler dessus. Là, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est des affinités, c'est des phéromones, c'est des choses sur lesquelles on n'a, entre guillemets, aucun contrôle. Donc, c'est un petit peu comme ça que je résume tous les 3. Et donc, je dirais, voilà, on peut travailler sur beaucoup de choses quand même, comme vous pouvez le voir. Si dans ces fondamentaux, il y a des choses qu'on n'a pas, c'est de se dire, ben, c'est OK, il me manque ça pour que ma relation, entre guillemets, soit équilibrée ou pour qu'elle fonctionne. Mais c'est des choses sur lesquelles je peux travailler la plupart du temps. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est juste ça que je veux dire. Quand on regarde cette liste, si jamais on se dit, ah zut, là, ça ne va pas, bah, c'est juste dire, OK, on peut toujours améliorer la plupart du temps. Même dans sentir ce que l'on compte, sentir que l'on compte, pardon, je commence à être fatiguée, ça y est. Dans sentir que l'on compte, c'est un sentiment, alors c'est un ressenti même. C'est un ressenti. Et souvent, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Rosalie, sur le fait de se dire que quelqu'un peut mentir ou pas, souvent, on a l'impression de ne pas compter. On ressent que l'on ne compte pas. Et quand on se met à communiquer, quand on se met à dire à l'autre, bah, quand il se passe ça, j'ai l'impression de moins compter pour toi, ça donne l'opportunité à l'autre de pouvoir parler de ça. Donc, au-delà d'un sentiment,
ressenti. Et le ressenti nécessite de communiquer dessus, ne serait-ce que pour le dire à l'autre. J'ai cet exemple de quelqu'un qui va me dire ah mais il fait jamais attention à moi, il me dit, on en avait parlé une fois, il me dit jamais je t'aime. Et j'avais dit à cette personne, j'entends que toi tu ressens un manque de considération parce qu'il ne te dit jamais je t'aime, mais lui as-tu expliqué que c'était important pour toi de t'entendre de temps en temps dire je t'aime? Ben non, mais il devrait le savoir. Mais non, il ne peut pas forcément tout le temps le savoir. Il n'est pas dans ta tête et tu n'es pas dans la sienne. Il n'est pas dans ton cœur et tu n'es pas dans le sien. Si vous n'en parlez pas, il ne le saura pas. Et c'est parfois dommage d'avoir des couples qui s'écartent, qui s'éloignent parce qu'ils ne discutent pas de ce qui est important pour eux. Voilà. Juste. Je suis désolée, je commence à être vraiment enrhumée. Céline, comment il voulait partager quelque chose? Du coup, pour ma part, en fait, il y a déjà l'amour qui est un pilier, on va dire, essentiel. Donc, avec ça, on peut transcender beaucoup de choses. On peut, on va dire, construire, en fait, construire beaucoup de choses. Il y a les projets communs qui, pour moi, sont aussi importants. Si on ne partage jamais les projets les projets de l'autre, du coup, ça peut aussi être problématique. Si on n'est jamais d'accord sur les projets de l'autre personne, ça peut aussi on va dire être problématique. Donc ça, il faut le savoir. Quels sont les projets communs qu'on a? Est-ce qu'on a les mêmes avis ou pas? Après le reste, la sexualité, bon, comme l'a dit Rose, c'est l'intimité. Donc et puis si jamais il y a un problème, on peut toujours trouver les solutions. Aussi beaucoup communiquer, hein, comme l'a dit Claire aussi, beaucoup de communication. Après, on devient compagnon de vie, quoi, et puis on partage à peu près tout, et puis voilà, on échange beaucoup et ça permet de construire en fait la longévité du couple. Voilà pour moi. C'était tes 3 piliers fondamentaux. Exactement. C'est intéressant de pouvoir prendre justement, de se dire, voilà, dans cette petite liste, et ça aide aussi d'avoir cette liste-là, d'avoir ce tableau que nous a fait Aubin, de se dire, de pouvoir se poser sur ça, de se dire qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je vois dans cette liste qui est important pour moi dans un couple? Et si j'ai quelqu'un dans ma vie en ce moment, bah, tiens, je veux partager ça. Et pour toi, ce serait quoi qui serait important? Ah bah tiens, il y a ça. Bah toi, c'est ça. Tiens, c'est marrant. T'entends quoi par ça? Voilà, ça permet d'avoir une base pour échanger peut-être aussi. Tu es encore là, Aubin? Je suis là, j'avais coupé le son pour éviter les perturbations. Je voulais savoir si Lynn voulait compléter quelque chose. Lynn, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous, mais là, je ne peux pas parler présentement. Je suis en train de nourrir l'enfant, en fait. OK. Donc, si je parle en même temps, ils vont bavarder et on ne va rien comprendre. Mais je vais parler à la fin. Désolée. Ça marche. C'est pas grave, Lynn. En fait, du coup, moi, quand je voyais cette liste-là, j'étais un peu comme dans la même perception de Rose, c'est-à-dire que c'est comme la vie de tous les jours. C'est comme dans la vie de tous les jours, on a toujours plus de choses à faire qu'on a de temps pour le faire. Ou d'énergie même pour le faire. Donc, il y a toujours une notion de priorité. Et la question, c'est de dire comment je détermine qu'est-ce qui est critique pour moi en ce moment. Quels sont les pieds angulaires pour moi en ce moment? C'est sûr qu'il n'y en a pas 10, peut-être il y en a 2, 3. Et de toute façon, je n'ai pas l'énergie pour 10. Donc,
moi, ma question qui me vient, c'est ça. Comment je détermine ça pratiquement? Quels sont les pieds angulaires par lesquels je vais commencer? Un peu comme chaque matin, je me dis comment est-ce que je détermine mes priorités chaque jour? Est-ce que je me base uniquement sur ce qui compte pour moi? Est-ce que je me base sur ce qui compte pour moi? Parce que cette liste-là, elle est valable pour nous, pour moi comme elle est aussi valable pour l'autre. Donc, est-ce que je me base sur ce qui compte pour moi et pour l'autre? Donc, la question, c'est est-ce qu'à tout moment, si par exemple, je me rends compte que ben, finalement, ce qui compte, ce qui me cause le plus de douleur actuellement, c'est par exemple le manque, le partage du quotidien. Je prends un truc très, très simple, le partage du quotidien. Si je me rends compte que c'est ça qui me cause le plus de douleur, donc ça veut dire que c'est plus critique pour moi et c'est moins tolérable qu'autre chose. Et du coup, c'est peut-être ça, de ça qu'on doit traiter maintenant. Et peut-être pour l'autre, si je me rends compte que ce qui compte pour lui en ce moment, le plus de douleur, c'est peut-être la sexualité, pareil, donc quelque part, est-ce que ce qui cause le plus de douleur n'est pas la méthode pour trouver la priorité du moment parmi la liste à chaque fois? Je pense Deux que... points peuvent être concomitants, hein. Pardon? Les 2 points je suis désolée, je commence vraiment à être fatiguée. Les 2 points peuvent être concomitants, c'est-à-dire tu peux travailler les 2 en même temps. Faut-il encore en parler? C'est important de pouvoir dire à son conjoint qu'en ce moment, dans le partage du quotidien, bah, on ne se sent pas au top. Je ne me sens pas au top en ce moment. J'ai l'impression, alors peut-être qu'en ce moment, j'ai l'impression d'en faire plus que toi, ou peut-être que j'ai l'impression que tu fais moins attention à moi dans le quotidien et que j'ai l'impression d'être un meuble, ce que je disais la dernière fois, j'ai l'impression d'être un meuble en ce moment. Et puis l'autre qui va te dire, ouais, ok, j'entends. Alors ça demande de la communication bienveillante aussi, sans être dans le jugement de l'autre. C'est juste de pouvoir partager quelles sont les difficultés. Et l'autre va te dire, j'entends qu'en ce moment, le quotidien, c'est compliqué pour toi, mais j'arrive pas à m'impliquer dans le quotidien parce que en ce moment, on fait plus trop de câlins et du coup, j'ai l'impression que tu me marques moins d'attention. Est-ce que tu me désires encore? Et que finalement, ça va révéler chez l'autre ses propres difficultés. Ça n'empêche pas de travailler 2 points en même temps. Et puis encore une fois, il y a des personnes qui sont extérieures au couple, quel que soit le niveau de difficulté qu'il y a dans le couple, pour pouvoir accompagner le couple à surmonter la difficulté qu'il a, comme un sexologue, comme un sophrologue, tous les mots en og en général, un psychologue, même une thérapie de couple, ça peut être même une salle de sport, ça peut aider un couple, c'est-à-dire que de se dire, bon, allez là, on sort tous les deux, on s'en va, on va au restaurant, faire du sport, on va faire garder les enfants un petit peu, on va s'occuper de nous. Enfin, voilà, ne pas hésiter à aller chercher à l'extérieur du couple une aide quelle qu'elle soit, qu'elle soit définie parce que c'est le métier de la personne ou de l'ordre de la sortie culturelle ou autre. Ne pas hésiter à aller à l'extérieur du couple pour pouvoir travailler mieux et s'accompagner mieux dans les difficultés du couple. Et plusieurs problèmes en même temps peuvent survenir. Et c'est OK, en fait. C'est pas parce qu'il y a un problème qui survient dans un de ces 10 fondamentaux que le couple est fini. Ça veut juste dire que le couple évolue. Je ne sais pas si Rosalie, tu es d'accord avec moi là-dessus. Ça marche. On va peut-être passer à la fin. Oui, entièrement. Oui, j'allais dire, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est important de se faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Et surtout, si on a envie de sauver son couple. Oui, il y a de nombreux spécialistes qui sont à disposition. Il n'y a qu'à choisir quelqu'un. Et puis, le taux de réussite est élevé pour en tout cas les personnes qui se font accompagner. Ouais. Et les problèmes sont des opportunités de grandir parce que parfois c'est la fin, mais pas la fin d'un couple, mais plutôt on va dire la fin d'une période. Et en fait, on n'est pas conscient que c'est juste la fin d'une période et qu'en fait, ensemble, on peut passer à quelque chose de nouveau et on pense que c'est la fin du couple et on s'arrête alors qu'en fait, on aurait peut-être pu aller plus loin. Et ça, c'est un petit peu l'avantage de l'expert qui va aider parce que de l'extérieur, il est neutre et il voit peut-être les choses de manière un peu plus, plus neutre et plus objective aussi. Et voilà, plus à même
et aider le couple à grandir ensemble. Au good. On va peut-être terminer maintenant. Oui, Que... alors, l'exercice de sophrologie qui vous sera envoyé donc par la suite en audio, qui est proposé aujourd'hui. Donc, c'est une sophro. Alors, j'aime bien alors, d'habitude, c'est moi qui les dis, les gros mots, les grands mots, gros mots de sophrologue. Là, les voir écrits, ça me fait un peu bizarre. Oui, ce serait une sophromnésie senso-perceptive, c'est-à-dire que l'amnésie, donc travailler sur la mémoire, et senso-perceptive, c'est-à-dire que le moment qui va être choisi par la mémoire et qu'il faudra laisser à un moment donné émerger, va nous permettre de vivre le moment comme si on y était, sans forcément ressentir les émotions si on décide de ne pas les ressentir. Alors, ce sera un moment où on ira chercher, alors j'avais mis vers combien, un moment où on s'est senti épanoui dans notre couple, j'avais rajouté après à Aubin, où on s'est senti épanoui dans notre couple sur les 5 dernières années, par exemple. Alors, j'ai dit les 5 dernières années pour écrire quelque chose, mais en gros, d'aller chercher dans notre mémoire des moments où on s'est senti épanoui dans notre couple. Le but de cet exercice est de pouvoir prendre conscience de quelles sont nos valeurs idéales du couple. Parfois, on vit notre couple sans avoir conscience de quelles sont nos valeurs et on reste basé et on reste fondé sur nos croyances. Donc, ça va permettre vraiment de transcender ces croyances-là pour aller chercher quelles sont nos valeurs. C'est un exercice. La dernière fois que j'ai fait une pratique sophrologie, elle avait duré 20 minutes. Aubin avait peut-être peur qu'elle soit un peu longue. Je ne sais pas si vous voulez que je raccourcisse la pratique, enfin l'audio en tout cas. Je peux le faire. Mais il faut savoir que la première partie en sophrologie qui consiste à un peu scanner notre corps, qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, quand on n'a pas l'habitude de le pratiquer, c'est vrai que je prends du temps pour bien accompagner au niveau de ma voix dans ce centrage. Donc, c'est cette partie-là qui prend du temps. Mais je peux essayer de la raccourcir pour le prochain audio. Essayer de voir un audio qui dure à peu près 15 minutes et donc de vous proposer cette sophromnésie senso-perceptive d'un moment d'épanouissement dans le couple afin de travailler sur nos valeurs respectives de ce qu'on attend de notre couple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet exercice-là qui vous sera envoyé par la suite en audio. J'ai une question par curiosité, parce qu'en écoutant, ça m'a fait penser à quelque chose, parce que j'ai déjà fait ce type d'exercice, mais c'était en PNL. Est-ce que c'est lié, ça se ressemble? Parce que la sophrologie, je ne connais pas du tout, mais la PNL, oui, c'est vraiment le type d'exercice. Alors, j'ai des collègues sophrologues qui font du PNL aussi. Moi, je n'en fais pas. Donc, je ne peux pas te dire si c'est pareil ou pas, parce que je n'ai jamais été voir ce qui se faisait en PNL. Mais il peut y avoir des exercices qui se rapprochent, parce que je sais que j'avais un collègue qui faisait de la PNL. Moi, je propose, par exemple, là, des fois, je propose la rencontre de l'enfant intérieur, et je sais que je crois qu'en PNL, ils le font aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, et puis, je crois même que les micro-kinés le font aussi. Ah, oui. Donc, il y a plein d'exercices. Ouais. Du coup, je peux témoigner que ça, c'est quelque chose de puissant. Vraiment. Oui. Ouais. Cet exercice, il va être top. Ouais. Donc voilà. Donc je l'enregistrerai. Généralement, j'ai le temps de l'enregistrer le vendredi. Donc en général, je l'envoie le vendredi à Aubin et après, il vous le dispatche. Et je commence à ne plus avoir beaucoup d'oxygène, donc ça commence à être difficile pour moi. Good. Et 2 narines de bouche, ça y est, j'en ai plus aucune, là, c'est fini. Et plus de narines de libre. Ça marche. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à dire,
on a un peu le temps pour prendre le dernier mot. Et puis, sinon, c'est très bonne soirée à tout le monde. Quelqu'un? Je vois, en fait, le fait d'avoir le PowerPoint, c'est bien, mais je vois plus du tout qui est encore présent ou pas. Ah, peut-être il faut que j'apprenne à programmer. Du coup, là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le PowerPoint ou bien vous voyez le PowerPoint et les autres? Moi, moi, je voyais que le PowerPoint et les personnes, selon qu'elles prenaient la parole ou pas, je les voyais en bas à droite. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient que je vois sur le PowerPoint. Ça réduit la connexion humaine. Ok, bon. Peut-être il y a des gens qui ont commenté. Ah, bon. J'ai retenu pour la prochaine fois. Ok, bah, du coup, si personne n'a de remarques supplémentaires, bah, je vous dis merci d'avoir été là et je vous souhaite bonne soirée. En tout cas, pour la prochaine fois, en tout cas, moi, personnellement, j'estime qu'on était très peu nombreux aujourd'hui et que la prochaine fois, on devrait essayer d'être beaucoup plus nombreux. Quand plus on est nombreux, plus l'échange il est riche parce que justement, on a Oui. des... Et puis, je pense qu'aussi, on est en juillet déjà, donc peut-être que c'est pas des vacances. Non, bon. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas trop l'habitude de vouloir trop me trouver des excuses. Je crois savoir pourquoi, pourquoi on est un peu nombreux. Il y a j'ai une part de responsabilité là-dedans. Voilà, juste pour dire que la prochaine fois, on essaiera d'être au moins le double de ce qu'on a aujourd'hui parce que c'était plutôt cette moyenne-là qu'on avait 11 ou 12 personnes. Voilà, ça rendait l'échange Ouais. riche, beaucoup plus. Ok, ben, je vous dis merci et puis on se dit à la prochaine alors. Il n'y a pas de souci. Merci à vous tous de votre présence. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.